Moins 4000 ans avant Jésus-Christ, tout au bout d'un continent, là où finit la Terre et débute l'océan. Imaginons une vaste vallée, couverte d'une végétation dense et verdoyante. Une forêt primaire de chênes, hêtres, frênes. Tout porte à penser que des hommes avaient élu domicile à cet endroit et commencèrent ainsi à écrire l'histoire de Quimper. À cette époque, le site de Quimper est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La remontée progressive des eaux consécutives à la fonte des grands glaciers n'a pas encore affecté la vallée de l'Audet et ses confluents. Il faut imaginer une longue et profonde vallée sinueuse creusée dans le plateau. Les hommes doivent s'adapter à ces conditions tant par les lieux d'installation que par leur type de construction. Même s'ils ne sont pas très nombreux, c'est au néolithique, vers le 4e millénaire avant notre ère, qu'apparaissent les premiers indices d'une occupation humaine à Quimper. Un dolmen existe toujours à l'Inéostique. Des fragments de brûle-parfum en terre cuite ont été retrouvés sur les pentes de la baie de Kérogan. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, au début de l'âge de bronze, il semble qu'une population de plus en plus nombreuse commence à s'installer autour d'exploitations agricoles. C'est sans doute à cette période que débutent les grands déboisements structurant le paysage et préfigurant celui que nous connaissons aujourd'hui. En 500 avant Jésus-Christ, l'activité humaine s'accroît. Des habitats entorchis et enclos de fossés apparaissent. Les fouilles du Braden 1 et 2 indiquent une véritable organisation formée de maisons, de granges et d'ateliers. Les bâtiments se repèrent par la présence de trous de poteaux, d'alignements de pierres et de traces d'argile brûlée. Les fermes, entourées de palissades légères, abritent 1 à 2 familles d'agriculteurs vivant dans des maisons de 40 à 60 mètres carrés, à charpente de bois et toiture de chaume. Une importante agglomération gauloise a été également mise à jour à Kergolvé. Sa rue principale traversait de part en part le village. Les amphores et les meules à grains témoignent de la présence de très nombreuses échoppes ou ateliers. C'est la seule agglomération gauloise de ce type connue dans l'ouest de la France. Le village de Kergolvé donne un bon aperçu de la densité de population des environs de Quimper et de sa vitalité économique durant les 2 siècles précédant l'époque romaine. On ne sait toujours pas comment ni pourquoi ce site de Kergolvé fut abandonné au profit du mont Frugy et des pentes de Locmaria. En effet, au tout début de notre ère, la ville romaine s'y est développée avant même que le véritable port n'y soit aménagé. Sous le règne de l'empereur Auguste de l'an 1 de notre ère, une petite ville portuaire naît sur les rives de l'Audet, au premier site guéable depuis l'océan. L'actuel quartier de Locmaria reçoit jusqu'à la fin du IIIe siècle toutes les installations liées au négoce et à l'artisanat. Poterie, amphores à vin, verrerie arrivent issus du grand cabotage de la façade atlantique de l'Empire. À cette époque, la nécropole principale est implantée le long de la voie gravissant le mont Frugy. Des centaines de tombes furent découvertes. Simple, elle se compose d'un vase à incinération en terre. Le site de Parc Argroas accueille des temples sur une sorte d'acropole dominant la ville. Le plus important de ces temples, construits sur un sanctuaire gaulois, est un fanum classique. Aux alentours, sur les pentes encaissées, apparaissent les riches et belles demeures suburbaines comme Poulguinan et surtout Rosavel, mais aussi plusieurs villas rurales. Ces demeures présentent les caractères traditionnels du bel habitat provincial gallo-romain. La construction en appareil soigné présente des murs couverts d'enduits peints ainsi que des thermes. L'agglomération romaine de cette époque, née d'une conjoncture économique favorable de la romanisation, s'effondre vers la fin du IIIe siècle
alors que l'Empire glisse doucement dans la crise. De plus, un abaissement du niveau de la mer prive alors le site de Locmaria de ses qualités portuaires. Une longue période d'incertitude succède au déclin de la ville gallo-romaine organisée autour de l'actuel quartier de Locmaria. De multiples fouilles montrent que si la ville romaine est désertée vers 300, le réseau routier perdure vers Locmaria. Une chapelle, aujourd'hui disparue, dédiée à saint Colomban, permet l'hypothèse d'une fondation issue de la christianisation de l'Armorique menée par des moines venus d'outre-Manche. Cette chapelle laisse place à une nouvelle abbaye de style roman, marquant l'influence des pays de la Loire qui vont petit à petit supplanter la tradition du monachisme celtique. De Locmaria, noyau de l'agglomération antique, le centre de gravité se déplace vers le nord pour se fixer sur la rive droite de l'Odet. Il est né ainsi une nouvelle ville s'inscrivant entre l'Odet, le Frout et le Ster. Cette situation lui donne son nom. Issu du breton Quimper, signifie le confluent. La ville s'organise autour du chantier de la première cathédrale romane. Un réseau de rues rayonne depuis la cathédrale et traverse le cimetière qui l'entoure. Ce cimetière compte plusieurs milliers de sépultures, depuis des simples linceuls aux coffres de bois ou de pierre. Il est utilisé jusqu'au XIIIe siècle. La transition de cette petite ville sainte d'un talus et palissade de bois vers la ville médiévale, dessinant en partie l'actuelle vieille ville de Quimper, reste mal connue. Il demeure certain qu'à la fin du XIIIe siècle, la ville de Quimper a déjà connu une expansion importante. La ville s'étend au nord et à l'ouest, au cœur puis à l'extérieur de ses remparts, vers l'actuel quartier Saint-Mathieu. Les remparts succèdent à l'enceinte primitive. Courant sur 1500 mètres, ils étaient baignés par le Frout, l'Odet et le Ster. 6 portes fortifiées permettaient d'entrer dans la cité. Près de la Tourbie, une poterne avec un pont-levis accueille les voyageurs. La porte Médard est également défendue par un pont-levis et 2 herses. Dans l'enceinte, le territoire n'est pas totalement urbanisé. Des champs et des vergers occupent la ville haute ainsi que l'enclos du couvent des Cordeliers. Le plan général de la ville est globalement radioconcentrique. Toutes les entrées de la ville conduisent vers la cathédrale. Les voies étroites et tortueuses et partiellement pavées. La maison à pans de bois fait partie du paysage urbain. Témoignage d'un savoir-faire médiéval. Ces édifices ont jalonné les siècles du XIVe au XIXe siècle. À Quimper, 73 maisons sont conservées. La construction est un assemblage de bois horizontaux, sablières et solives qui constituent les planchers. Les poteaux déterminent la hauteur de l'étage. Entre les poteaux, un remplissage appelé ourdi, souvent constitué de chaux de paille et d'argile, assure l'isolation. Les jardins se situent à l'arrière des maisons. Dans une même rue, on peut rencontrer différentes catégories sociales. En 1239, l'évêque Reynaud décide la construction d'une nouvelle cathédrale.
le nouveau chœur est achevé en 1410 après une longue interruption de travaux. En 1424, l'évêque Bertrand de Rosmadec entreprend la construction de la façade occidentale. Dans le même temps, sont entrepris les travaux de la nef. Ils sont achevés vers 1460. La dernière tranche des travaux est consacrée au transept, qui permet le raccordement du chœur construit au siècle précédent. Ce chantier assure à Quimper un prestige grandissant qui entraîna dans son sillage nombre d'autres constructions significatives. Comme souvent, la cathédrale est accompagnée de la construction d'un palais des évêques. Les moines du couvent des Cordeliers, première fondation franciscaine en Bretagne, s'établirent dans une ancienne commanderie des Templiers. L'enclos des Cordeliers possède une emprise d'1 hectare qui suscite de nombreuses convoitises dans une ville où la construction civile est déjà bornée par les remparts. La noblesse n'est pas en reste et entreprend la construction de maisons qui témoignent de la richesse retrouvée grâce à l'exploitation des terres. Ces nouveaux bâtiments se caractérisent par l'apparition de nouvelles formes architecturales, comme la présence d'une tour abritant un escalier et de décors inspirés par les châteaux des seigneurs de l'entourage ducal. L'importance de la petite noblesse rurale, qui est une particularité de la société bretonne, explique la formation de la ceinture de manoirs que l'on retrouve autour de Quimper. La coexistence de la noblesse et du religieux ne se fait pas sans mal. La ville se divise en 2 zones distinctes où 2 autorités s'opposent. La terre au duc pour le séculier et la ville close pour le pouvoir religieux. Aux troubles internes s'ajoutent ceux autrement plus importants de la guerre de 100 ans. Quimper n'y échappe pas et subit même plusieurs sièges. Après ces périodes difficiles, les remparts sont progressivement laissés à l'abandon et des portes sont détruites pour faciliter la circulation. L'extension vers l'extérieur de la ville est marquée par l'importance des fondations religieuses. Leur vocation traditionnelle des soins aux malades est complétée par celle de l'éducation. La plupart des implantations se font sur la terre au duc, qui devient la terre des couvents. Les capucins, les ursulines, les cordelières, les cisterciennes enclosent leurs couvents et plantent jardins et vergers sur près de 45 hectares autour de Quimper. La terre au duc, un temps dévastée par les guerres, on estime la population de Quimper se repeuple dans cette période du XVIe siècle, comparable aux populations le faubourg Saint-Mathieu s'étoffe à la même époque. Les quais du port sont du XIVe au XVIe siècle, ce qui incite un certain nombre de négociants à faire construire des demeures sur la mer en bordure de la chaussée qui longe la rivière, au cœur d'un pays agricole. L'Ancien Régime, la progression continue d'expropriation du Moyen-Âge, catastrophes permettaient des transformations d'ampleur. Au quatrième dans la nuit du 17 au 18 juin 1762, le feu prend dans une boutique de la rue Guéréon contenant sucreries, à la fin du XVIIe, résine, huile, cire et autres matériaux tout aussi inflammables. La plupart des maisons de ce quartier sont en bois. Le temps est chaud et sec, le feu s'étend. 12 jours plus tard, le feu n'est pas entièrement éteint. 9 maisons sont détruites, 6 autres sont endommagées. La Révolution française n'apporte pas de grands bouleversements au point de vue urbanistique. Il faudra attendre le Second Empire. Quimper, ayant soutenu le rétablissement de l'Empire, elle est remerciée et aidée dans son développement. L'endiguement de l'Audet, la construction du boulevard Kerguelen, l'aménagement du chemin de halage, la construction du réseau ferré et de la gare sont ainsi réalisés. Quimper s'est toujours adapté de manière à se développer. Son centre de gravité s'est souvent déplacé avec l'évolution de son espace urbain.
XIXe siècle, ces mutations s'accélèrent sous l'impulsion des révolutions industrielles et des nouvelles technologies. À partir de 1815, le rôle important joué par le port de Quimper lors des guerres napoléoniennes incite les autorités à en développer les infrastructures. À l'extérieur des murs, de nouvelles portions de quais sont construites, en face de la préfecture, mais surtout vers Locmaria. La cale Saint-Jean est élargie, les quais du Ster sont consolidés. De 1842 à 1844, sur la rive droite de l'Audet, on entreprend la construction du chemin de halage sur près de 600 mètres afin de permettre l'endiguement du flux de marée et d'assainir les prairies marécageuses qui bordent la rivière. L'arrivée du train en 1863 est à l'origine de la principale transformation de la ville avec la construction d'un quai le long du rempart sud qui relie la gare au port. La circulation, qui jusque-là passait par la ville intramuros, se développe le long de l'Audet. De nouvelles constructions accompagnent ce développement. Au XXe siècle, la création du Grand Quimper en 1960 modifie complètement l'échelle de la ville qui doit s'adapter à de nouvelles mutations, parmi lesquelles celle de la circulation automobile. En 1960, la ville se dote de moyens pour son expansion en s'associant aux communes voisines de Ergué-Armel, Kerfintin et Pénars. Le Grand Quimper passe alors de 20 000 à 60 000 habitants. Ces regroupements nécessitent la création de voies de communication. Le percement des rues Amiral Renard, Préfet Collignon, l'achèvement du boulevard Duplex en juillet 1969 permettent d'en améliorer la fluidité de la circulation. La construction du pont du Palais et celle du pont Max Jacob devient la circulation vers la rive gauche. Le port du Corniguel, la ZAC de Créage-Gouenne, se développe alors vers l'ouest, tandis que la route à 4 voies Nantes-Brest suscite une nouvelle extension vers le nord avec la cité administrative de Tinay et la zone commerciale de Gourvilly. Les projets actuels tendent à relier tous ces pôles entre eux sans perturber l'équilibre du centre ancien. Cette démarche donne une idée du Quimper d'aujourd'hui, mariant harmonieusement tradition et modernité. Quimper aborde le 3e millénaire avec l'ambition de devenir une véritable ville européenne, résolument tournée vers l'avenir et vers le monde.